Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue sur ce podcast de Diapason, un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Elgas. Il va se présenter évidemment, mais encore une fois, c'est un vrai plaisir. Elgas est journaliste, essayiste, et l'une de ses actualités, c'est d'avoir publié notamment aux éditions Rive-Neuve Les bons ressentiments, qui est un essai sur le malaise post-colonial. Le titre en lui-même porte des termes qui peuvent paraître être un petit peu oxymoriens, on va dire. La pensée qu'il va partager avec nous durant cet épisode nous en dira justement plus. En tout cas, bienvenue Elgas. Merci Iri. Donc, on a eu un peu de mal à fixer ce créneau. Oui, c'est vrai. C'est que j'ai été par bon et par vous, avec un calendrier de fin d'année naturellement très, très chargé. Et je crois pouvoir te prêter aussi le même agenda très, très chargé. Donc, trouver un créneau, ça a été difficile. Mais enfin, on y est. On y est et ravi de te retrouver. Et puis tu es là dans un contexte à Villers-Cotterêts qui veut dire aussi beaucoup de choses, hein, symboliquement par rapport à ce pays où nous sommes, qu'est la France. Et je sais ô combien l'amour de la langue chez toi est fort, de la langue écrite aussi. Donc, il y a parmi tes thèmes quelque chose qui, moi, m'a interpellée beaucoup parce que tu arrives, en fait, dans tes interventions, dans ton écriture, à aller chercher ce qui n'est pas forcément, d'une part, confortable ou usuel. Tu vas dans ce qui peut-être parfois irrite, mais c'est nécessaire. Et c'est là où tu parles des bons ressentiments, justement. Et moi, ce qui vraiment m'a marqué, c'est quand j'ai entendu ce terme que tu as commencé à utiliser. Alors, je ne sais pas si toi, tu en es à l'origine ou d'autres, mais cette terminologie d'incolonisable. Et forcément, quand on vient d'un pays d'Afrique ou d'un autre pays, d'abord d'ailleurs, mais qui a été colonisé, et nous, par exemple, du côté de Madagascar, on vient de fêter hier 65 années d'indépendance. Ce terme d'incolonisable, forcément, interpelle. Alors, dis-nous en plus. Je sais, à toi de voir par quel angle tu veux le prendre, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir justement cette part de liberté où une partie de nous, de notre esprit, n'a pas été colonisée. Oui, en fait, j'essaie juste très, très modestement d'enrichir ce que j'appelle la galaxie un peu des préfixes. Parce que pour la colonisation, on entend de tout. Pendant très très longtemps, c'est bien sûr anticolonial. Et naturellement, anticolonial, c'est un préfixe assez limpide qui dit toute une énergie de la contestation, de la colonisation, de ses survivants, de ses structures ou de sa superstructure aussi. Ouais. Et c'est vrai que le temps a œuvré et que bon, de nouveaux concepts apparaissent. Il y a eu aussi une inventivité sémantique. Et chaque inventivité sémantique, elle aussi, elle apporte d'une certaine manière une nouvelle énergie et de nouveaux concepts. C'est pourquoi on est arrivé à décolonial, d'une certaine manière. De Oui. anticolonial, on est passé de plus en plus à quelque chose de décolonial. Oui. Mais un terme et un peu l'ancêtre du décolonial, c'est justement la terminologie de décolonisation. Voilà, les décolonisations africaines, ça a été l'objet d'un podcast de Pierre Haski, ça a été l'objet maintenant d'un livre du même Pierre Haski, mais de Oui. manière générale, on a parlé de décolonisation comme justement de cette vague
très, très importante, qui a d'ailleurs une genèse très, très longue, hein, qui n'a pas commencé justement au moment des indépendances, mais bien avant, Oui, et qui a essayé d'être un peu justement cette force motrice pour essayer de libérer le continent du joug colonial. oui, Naturellement, cette querelle, non seulement elle est politique, intellectuelle, mais aussi elle est sémantique. C'est-à-dire la disparition de termes pour d'autres n'est pas neutre, c'est pas juste de la cosmétique lexicale. Et moi, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant à essayer de creuser, d'explorer, c'est-à-dire de sortir déjà à la fois du préfixe anti ou du préfixe dé, oui, et aussi justement de l'adjectif aussi anticolonial ou décolonial. Et donc, je vais dans quelque chose de peut-être un peu plus, pas nuancé, mais quelque chose qui essaie de couvrir toute la complexité de la chose avec une perspective historique encore beaucoup plus ancienne. oui, Et c'est pourquoi j'ai commencé à travailler sur le terme d'incolonisable. oui, Alors, bien sûr, rien ne naît de rien. Voilà. C'est pas dans la forge d'un génie ou dans un antre secret qu'on est touché par la lumière et qu'un terme apparaît. Très certainement, quand on établit la généalogie de ce mot-là, il y a sans doute des précédents, il y a une racine, il y a quelque chose qui a créé une énergie. Mais le mot, pour le coup, qui a été étiqueté, qui existe vraiment dans la galaxie, c'est le mot incolonial oui, aussi, qui est moins connu, mais qui fait partie de cet armada, justement, de ces lexiques importants. Et oui, il m'a semblé que l'incolonisable, du préfixe D, qui est un préfixe certes privatif, mais qui a un peu l'idée de se dissocier de quelque chose auquel on a été déjà associé. C'est-à-dire D, c'est faire l'expérience et après essayer de s'en déshabiller ou d'en sortir d'une certaine manière. Et le privatif 1, incolonisable, d'une certaine manière, c'est de dire que la colonisation n'a jamais véritablement abouti. Que oui, l'entreprise de subversion, on ne peut pas comme ça lui prêter un succès total parce qu'il y a mm, toujours eu un refus, il y a toujours eu une révolte, il y a toujours eu une révolution et que l'incolonisable pouvait dire cela, c'est-à-dire cette énergie du refus, cette énergie justement de la résistance, mais bien sûr sans tomber dans les totems assez classiques, en considérant qu'il faut juste aller dans le passé pour retrouver quelque chose qui est parfaitement complètement. économisable avec le fantasme d'une certaine forme de pureté. Oui, Moi, ce n'est pas du tout mon propos. Dans l'entreprise intellectuelle que je suis en train de formuler autour du mot incolonisable, il y a cet aspect-là qui est un aspect très, très important. L'incolonisable, ce n'est pas le mythe de la pureté, ce n'est pas le mythe des origines, c'est justement ce qui, dans l'influence, ce qui, dans la rencontre, ce qui, dans la résistance, peut être encore une certaine forme de boussole pour inspirer le futur. oui, Donc, je ne suis pas dans une vision passéiste. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui a conclu mon premier essai, qui est en stade embryonnaire oui. et qui sera sans doute l'objet de travaux beaucoup plus profonds et beaucoup plus développés plus tard. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est important, c'est comme quoi les termes sont importants, comme quoi nommer les choses est important, parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'aller dans cet incolonisable, ça, je pense que moi, par exemple, ça a été une de mes tendances, c'est, bon, qu'est-ce qu'on recherche à l'origine? Et tu fais bien de dire, ce n'est pas, on n'est pas dans cette sorte d'illusion d'aller remonter vers des origines, une historicité africaine. Voilà. Et alors, du coup, cette, cet incolonisable est une pensée finalement que tu es en train que tu es en train de qualifier. Donc, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on ne parle pas d'un adjectif, on parle d'un nominatif. Et donc, un nominatif, effectivement, c'est quelque part, c'est au-dessus de l'adjectif, puisque c'est celui-là que tu vas qualifier ensuite. Et donc, cet incolonisable, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est à toi de nous dire, c'est tu cherches en fait à décloisonner justement. C'est pas que le mythe passéiste
ce n'est pas seulement demain, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est l'universel. Et alors, quel est cet universel? Parce que quand on parle d'universel, forcément, on parle du siècle des Lumières. On parle de la pensée occidentale qui s'est un petit peu approprié cet universel. Comment l'incolonisable capte, lui, cet universel et comment l'Afrique capte aussi cet universel qui est aussi le sien. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait en faire une double lecture du terme incolonisable. Bien sûr, un nominatif ou un substantif, mais aussi quelque chose d'incolonisable, ça peut être parfaitement un adjectif. Effectivement. Donc, en fait, toute l'ambiguïté était là. Ouais. Et donc, il me semble d'ailleurs qu'il ne faut pas nécessairement choisir entre les deux et donc de cultiver cette ambiguïté-là. Alors, le mot universel est très chargé. Historiquement, il est très chargé. Parce que, alors, universel, d'ailleurs, ça va. Universel sort un peu la tête de l'eau avec quelques honneurs et quelques respectabilités. Mais quand on parle d'universalisme, c'est une forme de, justement d'hégémonie Oui, expansionniste avec un centre et des périphéries auxquelles justement on édicte une certaine manière de penser, comme s'il y avait l'évidence de la suprématie des valeurs justement du centre hégémonique. ouais, Et donc c'est vrai que tout ça a été battu en brèche, tout ça a été discuté, le monde intellectuel s'en est saisi, l'énergie justement de décolonisation a pu faire de telle sorte que cette verticalité a complètement été désossée pour qu'on se retrouve dans un champ plutôt très horizontal, justement, où l'universel est une aspiration commune. Et d'ailleurs, l'universel n'est pas un état définitif, c'est plutôt un horizon. C'est quelque chose qu'on a à construire ensemble. Et ouais, donc, d'ailleurs, de moins en moins de personnes contestent cet universel. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs dans la cacophonie et dans les c'est tragédies vrai. justement conflictuelles du débat. Il me semble qu'il y a là peut-être quelque chose à chérir comme une certaine forme d'intelligence commune. Et Oui, donc, les termes universalisme et puis leur charge historique commencent justement à disparaître d'une certaine manière du champ intellectuel. Et c'est assez heureux, même si, bon, il y a des spasmes de résistance parfois portés par des nostalgiques ou par l'extrême droite, ainsi de suite, mais bon, c'est marginal. Et donc, moi, ce que je dis d'une certaine manière, c'est relativement simple. Et je pense d'ailleurs que l'expérience peut être partagée entre nous quand tu te balades à Madagascar, quand tu te balades dans tout le pays, dans toute l'île, dans ton étendue, et quand moi je me balade au Sénégal, dans les villages, dans la vasteté du territoire, dans la diversité de ses cultures, il ne me semble pas que tout ait été subverti par la colonisation. Les gens ne vivent pas uniquement selon le calendrier colonial. Il y a des fêtes, il y a des rituels, il y a des langues, il y a des cultures, il y a des habitudes, il y a des manières d'appréhender le monde, d'appréhender l'altérité, ainsi de suite, qui, malgré le choc très, très frontal, très violent de la colonisation, ont oui, pu d'une certaine manière survivre. oui, oui, Survivre, exister, mais survivre pas en étant naturellement dans une forme de pureté, parce que rien d'humain ne reste inchangé. Tout a vocation justement à être justement dans une forme de circulation. Et cette pensée ou cette histoire en mouvement peut mm, être même l'essence de l'incolonisable dont je parle. oui, C'est-à-dire, quand on est dans un système un peu mondial qui semble nous condamner par à la fois les prédations, le productivisme, l'extractivisme, ainsi de suite, et qu'on cherche des alternatives pour justement tendre vers cet universel, il est important d'aller voir un peu qu'est-ce qui peut susciter une forme d'alternative ou constituer une certaine forme justement de ressources nouvelles. oui, Et c'est dans ce sens-là que je pense le terme d'incolonisable. D'incolonisable, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas facilement aliénable, quelque chose qui n'est pas facilement dominable, quelque oui, chose qui est profondément attaché à la fois à notre humanité profonde, à notre refus de toute forme d'injustice. Par exemple, c'est pourquoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question du terme est important. Quand mm, on dit décolonial d'une certaine manière, on dit qu'il faut décoloniser. oui, D'une certaine manière, inconsciemment, on admet l'idée que la colonisation a réussi son entreprise et qu'il oui, faut qu'on se détache justement de ce qui a été une sève étrangère, une sève dominatrice, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, on achoppe à cette forme de circularité. Parce qu'à quel moment on est parfaitement décolonisé?
quel est le portrait robot de la décolonisation qui serait achevé? Et donc, c'est très compliqué. C'est pourquoi, d'ailleurs, là, il y a la porte ouverte pour tous les rentiers du décolonialisme, Bien sûr. pour tous les gens qui en font un commerce, parce qu'ils savent qu'en fait, que c'est une forme de matière qu'on peut, à outrance, essayer d'instrumentaliser, d'en tirer quelque chose pour des gloires souvent personnelles et pas collectives. Hmm. Et ça, d'ailleurs, c'est un élément que je critique assez fortement dans mon livre. Et donc, ce que je dis d'une certaine manière, c'est de voir sur tous ces aspects qui ont pu résister, sur tous ces aspects qui sont demeurés et qui ont changé aussi au contact, parce que l'incolonisable, c'est aussi le fruit de la rencontre aussi, pour essayer justement que ce soit une forme d'énergie qu'on essaie à la fois d'investir, mais aussi de promouvoir et dans une logique d'ailleurs qui sorte uniquement du continent, parce que par essence, la colonisation n'est pas uniquement le destin d'un continent. Peut-être que ce continent a été le continent où sa sophistication a été la plus forte, Hmm. sa bureaucratisation a été la plus forte, mais l'histoire de l'humanité, elle est faite de domination, elle est faite de conquête, elle est faite de colonisation, elle est faite d'humiliation. Et donc, Évidemment. le concept que j'essaie de formuler, ou en tout cas l'idée que j'essaie d'investir, dit investissons cette forme de flamme du refus Oui. que l'on a pour d'ailleurs l'utiliser dans tous les segments de notre vie d'une certaine manière. C'est-à-dire les gens qui sont dominés par la colonisation n'adhèrent pas justement à la colonisation. Ils consentent. Donc, d'une certaine manière, c'est par contrainte. Et donc, leur cœur, d'une certaine manière, ne peut pas être subverti et leur intérieur profond n'adhère pas, en fait. Le consentement, d'une certaine manière, c'est un terme très, très actuel et très, très important, mais Oui. le consentement n'est pas justement quelque chose de mis dans l'entreprise coloniale. C'est la domination et de toute sa violence, ainsi de suite. Et c'est pas qu'africain, on le retrouve partout. Complètement. Et c'est pourquoi il faut il ne faut pas penser que les concepts peuvent sauver le monde d'une certaine manière. On mettrait juste comme ça une goutte d'incolonisable, et bien, bah, voilà, paf, nos problèmes seraient changés. Oui. Non, c'est essayer de regrouper par les idées, par des lectures, par des enquêtes, quelque chose qui peut être une forme de boussole. Oui. Et puis justement d'une énergie à la fois de la contestation. On le retrouve dans toutes les sociétés. Alors, on le retrouve aussi à Madagascar, je veux dire. Il y a une place célèbre de Tana, je crois, où se sont joués justement des épisodes très, très importants, à la fois de la lutte contre la colonisation, Bien sûr. ainsi de suite. Et tous ces repères importants-là, tous ces repères importants mis bout à bout et de tout ce qui reste aussi d'un rituel, d'une flamme, de la production continue de civilisation, il me semble qu'il y a là une énergie que j'appelle moi incolonisable. Ok. Voilà, il y a ce qui relève du diagnostic, il y a ce qui relève de la proposition intellectuelle et ce qui relève de la matrice du refus. Ces trois-là forment justement l'embryon de ce que je suis en train de travailler actuellement. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que sur la partie refus, moi je me souviens d'avoir échangé avec Michel Rakutson justement sur son livre euh, euh, Le silence et la douleur et ce qu'elle voulait absolument euh, faire transparaître ou faire comprendre, parce que finalement c'était aussi un livre historique sur l'arrivée déjà des Français depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, avant que la colonisation officielle soit actée. Et donc ce qu'elle disait, c'est une guerre que nous avons perdue. Donc exactement comme tu dis, ce refus et cette résistance, elle était là. Et donc la colonisation n'a pas été effectivement une réussite totale à 100% si on doit prendre un chiffre. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, pourquoi finalement cette partie de la colonisation et donc des indépendances constituent des repères clés dans les histoires de pays africains. Même si finalement, tu te dis, en fait, pour certains pays africains, la colonisation a duré moins d'un siècle. Mais le choc a été frontal, évidemment. Donc, forcément, c'est un repère. Et je pense que c'est peut-être aussi un repère parce que les formes de l'État qui ont ensuite
ont été instituées et mises en place post-colonisation, finalement, ce sont les formes de l'État, en tout cas de l'ancienne métropole. Et donc, on arrive à cette fameuse étape où on se dit, OK, intellectuellement, il faut qu'on arrive à avoir cette boussole. Il faut qu'on la nomme, il faut qu'on la qualifie, il faut qu'on la... Et elle évolue, c'est un horizon. Mais le réel, le quotidien des populations, euh, l'eau qui manque, l'éducation qui est complètement en faillite. Comment, comment cet horizon, cette boussole pourrait aider à modifier les cheminements pour que, en termes de prise avec le réel, il y ait un impact. Alors, je pense que ça doit faire partie des réflexions que tu es en train de mener dans ta deuxième partie mais c'est, à un moment donné, c'est ce que, quelque part, elle est aussi là, l'attente. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors, je suis très heureux que tu cites Michelle Racotson, qui est une écrivaine pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Euh, mais j'ai envie de parler d'un autre auteur aussi malgache, c'est Johari Ravaloson, euh, Complètement. Amour, patrie, soupe de crabe, justement, qui parle de ces places-là et de ce moment important. Et le Et je pense tribunal d'ailleurs des qu'il y a cailloux. le tribunal des cailloux, exactement. Je pense que, d'ailleurs, si on extrapole un tout petit peu, il y a dans cette littérature déjà les formes de l'incolonisable, du refus, Oui, de comment on le nomme, de l'horizon dont tu viens de parler. Mais bien sûr, c'est tout à fait autre chose. Alors, à chaque fois que les intellectuels ont eu la prétention de sauver leur société ou de donner des recettes d'une certaine manière pour guérir des blessures, ils se sont fourvoyés parce que c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Et aucun intellectuel ne transformera substantiellement la vie de millions de personnes qui sont administrées politiquement par des bien sûr, forces idéalement élues, démocratiquement, ainsi de suite. bien sûr. Ce qu'ils peuvent faire à travers les arts, la littérature et tout le reste, c'est justement donner du tonus à une conscience nationale, permettre l'évasion, donner une liberté de conscience, une liberté de ton, donner aussi un élan citoyen. Donc, tous ces aspects-là sont des aspects parfaitement importants qui sont dans nos corps. Mais le Complètement. grand problème du réel, c'est que c'est là où on invite justement un échec qui n'est pas assez sondé, c'est l'échec de nos dirigeants. C'est l'échec de nos dirigeants qui se substituent et qui, d'une certaine manière, dans la grande cacophonie du débat, ne sont pas assez indexés pour leur faillite. Complètement. Parce que finalement, on attribue tout à un ordre colonial régnant, à un ordre post-colonial régnant qui expliquerait tout. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est tellement facile à manier. Trop facile et trop Et surutilisé. oui, surutilisé, que justement l'absence de reddition de comptes crée les conditions d'une forme d'impunité où le pouvoir n'est pas totalement comptable au vu de ceux qui l'ont élu. Et c'est très problématique. Mais ce que tu disais tout à l'heure, j'y reviens rapidement, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a résistance, refus, qu'il n'y a pas domination. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette domination, oui, elle va perdurer. Cette domination, d'ailleurs, elle va donner une coloration très, très hybride, pour ne pas utiliser le terme bâtard, à des institutions, à un État importé, à un État de type colonial. Ça, il ne faut pas avoir justement peur de le dire, exactement. Mais il ne faut pas tomber dans l'illusion de considérer que tout n'est que construction parfaitement exogène qu'on vient greffer sur le local. Parfois, il y a des co-constructions qui sont très, très complexes à délimiter. Et qu'aujourd'hui, on peut avoir toute l'énergie radicale pour essayer de transformer les choses. Il n'y a pas aujourd'hui un seul État sur le continent africain où on voit l'ambition de détricoter tout un État dans sa forme actuelle pour le changer complètement. Même les réformes, même les liftings, je veux dire, se font à la marge et se font d'ailleurs dans un dispositif à la fois de constitution
qui est aussi un héritage d'une certaine manière coloniale. Alors, ce que je vais dire va paraître pour certains très, très violent, mais il ne faut pas nourrir l'illusion qu'on sortira un jour totalement d'un système, justement, en partie colonial. C'est-à-dire, il faudra vivre avec. L'intérieur, essayer petit à petit, justement, essayer d'avoir d'ailleurs des recettes qui ne seront pas que des recettes africaines, parce qu'il n'y a aucune forme de pureté raciale et les valeurs humaines ne sont pas racialement colorées, ainsi de suite. Donc cet élément est un élément important. Mais pour revenir sur le réel, moi, c'est mon dada, mon premier livre. Mon premier livre s'adressait justement aux autorités politiques sénégalaises en particulier, aux autorités maraboutiques et religieuses, à ces grands référents moraux, parce que je m'attaquais à la pauvreté et je m'attaquais justement aux enfants des rues au Sénégal qu'on appelle des talibés, aux droits des femmes complètement bafoués, dominés, ainsi de suite. Et donc, bien sûr, quand j'écris ce livre-là, dont la tonalité, bien sûr, est un peu sombre parce qu'il parle de problèmes très, très lourds, on m'a dit que j'enrichissais la galaxie justement de l'afropessimisme. Mais bon, c'est une critique. C'est une critique qui finit par être tellement lancinante qu'elle en perd d'une certaine manière un peu de robustesse. Et ce que je leur dis à ce moment-là, c'est ça, c'est important. Il faut qu'on ait, nous, le regard important sur nos communautés, sur nos sociétés. C'est-à-dire la même énergie que l'on déploie pour pourchasser toutes les ombres de la survivance coloniale, de la domination, ce qui est parfaitement légitime. On doit avoir la même énergie pour avoir la même exigence vis-à-vis justement de nos dirigeants. Quand je regarde le Sénégal, je ne sais pas ce qu'il en est de Madagascar que je ne connais pas. Quand je regarde le Sénégal, quand je regarde les situations tragiques de prévarication, de prédation, de corruption à grande échelle, justement, de domination, justement, et de tous ces problèmes de santé publique, d'éducation, ainsi de suite, je n'ai pas envie d'en attribuer uniquement la responsabilité à une superstructure coloniale. Je sais qu'il y a succession de pouvoirs sur place qui sont responsables de ce qui se passe. Et il faut les nommer, il faut les confronter. Et c'est à ce moment-là que justement, on se confronte au réel et on n'est pas dans le romantisme des grandes idées parfois révolutionnaires qui nous, qui nous font tomber parfois dans des Qui cicités. nous mettent Et des voilà, ornières, en tout cas. des ornières exactement. Et donc là, pour le coup, vous savez, voilà, le levier pour les transformations sociales, il se trouve au cœur de l'État qui peut conduire des missions politiques, qui peut avoir un impact, qui peut avoir un impact qu'aucun citoyen seul, même béni par la chance ou par le miracle, ne peut tout à fait justement réussir. Donc il nous faut de cet échange-là à l'intérieur du continent, de ce huis clos qui peut être parfois sanglant sur la réalité de nos propres problèmes, sans toujours en référer à un Occident totémisé et justement déresponsabilisant. Et donc, oui, c'est ce réel-là, moi, qui m'intéresse, c'est pourquoi on en parle. Vous savez, aujourd'hui, il y a des mantras post-coloniaux très néolibéraux qui sont en train de prospérer sur le continent. Mais c'est une folie absolue. Les gens te disent, oui, l'Afrique est le continent de demain, l'Afrique va sauver le monde, ainsi de suite. De toute manière, les alternatives se trouvent en Afrique, C'est étrange, hein, ces derniers temps, d'ailleurs. mais au mépris de tout réel, au mépris de toute réalité économique, au mépris de tous les faits. Aujourd'hui, on a un continent où les jeunes ont envie de quitter le continent, préfèrent parfois des périls coûteux pour leur vie et justement pour toute leur filiation pour partir. Au même moment, nous entendons cette musique-là que l'on joue gaiement. C'est une forme de déni qui est un déni parfaitement supportable. Et moi, ce réel-là, je l'invite au cœur de mon travail parce qu'il me semble que c'est aussi notre rôle. C'est notre rôle de pouvoir dire, de nommer, de jouer parfois à les pestiférés et de venir faire voilà, dérailler un peu toutes ces notes faussement enthousiastes sur des devenirs, en fait, dont on ne voit même pas l'horizon, quoi. Moi, quand je vais au Sénégal, c'est ce que je vois des situations économiques difficiles, je vois une ruralité qui souffre, je vois une agriculture qui n'a toujours pas été transformée par des moyens technologiques et par une modernité qui peut supporter l'autosuffisance alimentaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà des réalités basiques, en fait, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, pour trouver un travail. Et pendant ce
temps-là, voilà, nous survolons toutes ces questions-là en parlant toujours, encore une fois, de colonisation, ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu chagriné et c'est pourquoi je pense qu'on a parfaitement la capacité et surtout le devoir à la fois de regarder la colonisation, mais d'appliquer la même sévérité à nos dirigeants pour justement de garder le réel pour ce qu'il est. Ouais. Oui, oui, clairement. Et c'est quelque chose qui commence c'est en tout cas un mouvement qui commence à poindre. C'est une conscience effectivement qui commence à poindre puisque à force de ne cibler que le système, alors le système il est là et il est questionnable et il faut le questionner d'ailleurs, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui sont effectivement à la tête de ces pays. Ce que j'ai trouvé, je voulais rebondir juste rapidement, Elgas, sur quelque chose qui, comme tu dis, peut surprendre quand tu dis on ne sortira peut-être complètement jamais et peut-être qu'il ne faut pas complètement sortir de la colonisation dans le sens accéder à notre souveraineté, évidemment, déjà, que ce soit une souveraineté effective, mais forcément, comme les choses évoluent et comme l'histoire est passée par là, il restera quelque chose de ce passage. Et c'est à nous donc et je pense que c'est difficile à entendre, effectivement, mais il faut commencer à l'entendre pour pouvoir construire de nouvelles fondations et avoir cet horizon, c'est se dire, voilà, ça fait partie de notre histoire. Euh, Construisons cette hybridité avec une part qu'on n'a pas forcément voulu, où on a résisté, qu'on a refusé, mais qui a été effective. Euh, et ça, c'est difficile à entendre, mais ça fait partie ça fait partie de la, quelque part, de la psychothérapie presque par Il y laquelle a un, nous devons passer. il y a un élément important, c'est que bien sûr, nous serons écoutés peut-être par des policiers de l'identité qui vont traquer tout dérapage sémantique. C'est vrai que quand on dit on ne peut pas sortir de la colonisation, j'ai pas dit ça et je ne veux pas surtout dire ça. Je veux Bon, dire, on ne sortira pas de l'histoire. voilà, Et c'est justement, il y a des l'histoire. legs, justement, qui Exactement. existent d'une certaine manière. C'est ça. Bien sûr, on est déjà sorti de la colonisation. Il faut Oui, arrêter avec oui, parfois cette radicalité qui est faite de postures en pensant que tous qui ont lutté avant n'ont rien fait. Nous sommes les héritiers, en fait, de quelque chose et il faut le chérir et le continuer d'une certaine manière. La lutte pour l'indépendance et pour la souveraineté n'a pas de point final ou d'horizon terminal. et C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui a c'est vocation là à le être point. éternel. Oui, Exactement. il est là Donc le voilà, point. et voilà, donc ça, on a pris pour perpétuité, j'ai envie de dire, et encore heureusement. Donc, Oui, voilà, donc c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas moi je dis juste qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. On ne va pas réinventer le roue, on ne va pas exactement. réinventer le monde. Il y a Oui, énormément de choses dans lesquelles on vit aujourd'hui, euh, dans lesquelles on se meut au quotidien, qui sont aussi, d'une certaine manière, des éléments issus de la rencontre coloniale ou des influences d'ailleurs ou bien des sûr. aliénations diverses dans un monde globalisé. Rêver qu'un jour la souveraineté sera le synonyme qu'on va se retrouver justement dans une certaine forme de pureté d'un modèle qui serait authentiquement africain, c'est C'est surtout utopique. ce que je dis. Voilà, ça, c'est pas possible. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire, et tu viens de le dire, d'autant plus que au sortir de ces phases d'indépendance, euh, quelques années plus tard, nous sommes arrivés dans d'abord le GATT, le General Agreement, et puis après l'OMC, et donc Mmh. la mondialisation, qui est finalement un système assez proche finalement d'une certaine colonisation, bref, économique Oui, en tout cas. mais oui, mais parfaitement, moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais fait un texte sur ça il y a longtemps dans mes chroniques dans la presse sénégalaise en disant nous avons subi trois colonisations. La colonisation islamique ou arabe, ou du monde arabo-musulman, je veux dire, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a aussi sapé les consciences et qui continue Complètement, à être une part de notre identité aujourd'hui. La complètement. colonisation occidentale ou blanche, on l'appelle comme on veut. Et puis une colonisation de l'ordre de l'influence qui naît de la mondialisation économique, Tout à fait. où maintenant,
voilà, dans ce village planétaire où tout est connecté, dans les villes ou les bidonvilles, où il peut y avoir justement ces grandes oreilles aux immeubles, ces satellites, on est connecté justement au monde, on a les mêmes rêves, d'une certaine manière, on est aliéné dans son Bien désir, sûr. ainsi de suite. Donc voilà, donc il faut pouvoir voir toutes ces couches très très fines d'une domination, mais qui ne valent pas que pour l'Afrique, pour le coup, qui valent pour Là, nous sommes à égalité absolument tout le monde. avec le monde entier et puis avec un classement, avec un classement économique. Euh, Elgas, par rapport à, poursuivant un petit peu cette discussion, justement, encore une fois, sur les termes. On avait évoqué tous les deux cette notion de dictionnaire de mots. Euh, Ouais. euh, alors, il y en a certains là que tu as commencé à qualifier, mais c'est vrai que le temps fait que afro-pessimiste, afro-optimiste, etc. Moi, il y a trois termes peut-être sur lesquels j'aimerais que tu rebondisses. Euh, Panafricanisme, démocratie et développement. Ah, tu me jettes sous le train là, Iri. Ou Avec, alors tu en choisis un. non, non, je te taquine. Non, ce sont des mots importants et bien sûr que pour chaque mot, il nous faudrait un podcast entier et On est sans doute d'accord. une série de podcasts. Mais pour juste les saisir un tout petit peu dans leur actualité, je commencerai peut-être par le mot démocratie. Par le mot démocratie, mon camarade et frangin Ousmane Diaye nous propose une monographie de son histoire africaine qui paraît là au mois de juillet. Et donc, il donne des éléments de réponse très, très intéressants sur l'histoire de la démocratie. Alors, je lui pique une idée dont on a beaucoup discuté d'ailleurs au gré de nos conversations, c'est que très souvent, il y a cette forme d'anomalie, mais tellement versée dans la conversation intellectuelle commune qu'on pense que c'est une évidence. Les gens qui te disent que, vous savez, la colonisation, c'est encore une certaine forme d'influence. La démocratie, c'est La démocratie. encore, voilà, un reste de la colonisation. La colonisation, qu'est-ce qu'il y a de plus antidémocratique que la colonisation? C'est-à-dire de réserver les privilèges à un petit nombre, de dominer, d'exclure, ainsi de suite. Donc, fondamentalement, la colonisation est elle-même une négation de la démocratie. Et donc, il y a une certaine forme de mythe, mais c'est le même mythe qui opère dans plusieurs champs et dans plusieurs Oui, segments, comme si les formes universelles de beaucoup de valeurs, une fois arrivées en Afrique, devraient montrer, j'ai fait volontiers ici un mauvais jeu de mots que tu me pardonneras, devrait montrer patte noire, quoi, oui, pour d'une certaine manière être accepté. Non, oui, c'est-à-dire les formes démocratiques sont très, très plurielles. Elles existent en embryon, elles continuent justement. Mais comme pour d'ailleurs l'universel, la démocratie, c'est un horizon. Voilà, c'est une perpétuelle construction. Et la tragédie absolue, c'est de considérer qu'on est arrivé à un point où les acquis sont tellement définitifs qu'on ne peut pas faire le chemin inverse. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans la séquence que l'on vit de détricotage, d'héritage qui ont été d'ailleurs plus ou complètement. moins prometteurs par le passé. Donc, il y a ce fantasme sur le mot de la démocratie qu'on associe encore à une forme d'aliénation, Oui, qu'on associe encore à une forme de domination pour oui, se refuser d'en saisir toute la substance et toute la portée. Et on n'a jamais autant eu besoin de démocratie qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, les mots sont liés. Les mots de la justice, de la démocratie, de la liberté de conscience, de la laïcité, participent en fait d'un élan commun, mhm, justement. Amputer cet élan-là d'un seul de ces éléments et le fragilise un tout petit peu l'équilibre. Et notre grand drame, c'est de considérer parfois que ces mots, ce seraient des mots occidentaux, ce seraient des mots blancs, ce seraient des valeurs c'est pas fait pour occidentales. nous. C'est pas fait pour nous. Ça, c'est une forme de tragédie profonde parce qu'on s'exclut d'un héritage du monde auquel on a contribué prodigieusement et fabuleusement.
Et donc, je garderai ça pour la démocratie. Et sa quête, c'est que nous sommes porteurs de démocratie. Nous avons contribué à la démocratie. La démocratie est aussi à la fois une condition de prospérité pour nous, mais aussi notre horizon pour créer des sociétés beaucoup plus prospères, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus sereines et beaucoup plus inclusives. Parce qu'on ne peut pas exiger uniquement des sociétés occidentales qu'elles soient inclusives et qu'on justement s'habille d'un conservatisme comme étant finalement ce qui nous définirait. À la négation absolue, et c'est là où on rentre dans la perspective historique de ce qu'ont été les sociétés africaines. Les Oui, sociétés africaines, justement dans leur variété, dans leur diversité, n'ont rien de ces totems qui sont devenus justement très, très paresseux et que les marchands de propagande vendent justement à travers les réseaux sociaux aux Africains. Donc ça, c'est le premier élément. Après, le mot panafricanisme, c'est sans doute celui qui a suscité le plus de fantasmes, parce que son histoire, c'est l'histoire d'une déception, mais d'une déception qui n'est pas totale, parce que son pouvoir n'est pas encore tout à fait condamné. C'est-à-dire quand cette idée naît dans la diaspora d'une puissance, d'une unité, elle a à la fois quelque chose de fondamentalement touchant et humain, que j'ai envie presque d'en dater l'origine très très subjectivement, et je sais que c'est pas ça, j'ai lu tous les manuels de panafricanisme, mais à ouais, Haïti, à sa révolution en 1804, à ce qui se crée à ce moment-là, à ce qui peut être aussi d'une certaine manière une déclinaison de l'incolonisable, à cette victoire contre les troupes napoléoniennes d'une certaine complètement. manière. Oui, Et justement, et cette promesse-là qu'on peut résister, qu'on peut sortir d'une certaine forme de la domination, qu'on a à construire quelque chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que les bons mots, les slogans, les prophéties et justement les vœux demandent justement un caractère beaucoup plus opérationnel pour pouvoir livrer toute leur puissance. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas assez travaillé, l'opérationnalisation justement du panafricanisme. C'est resté une idée, un mythe parfois révolutionnaire qu'ont braqué beaucoup de marchands justement de propagande, comme je disais, pour n'en garder qu'une substance anti-occidentale. oui, Alors que l'essence même du panafricanisme, c'est une union, la construction d'une unité pour justement donner aux gens à la fois la mesure de leurs propres rêves et la possibilité justement de l'exprimer et justement et d'assouvir leurs désirs. Et donc, il y a le côté à la fois quête, désir, d'unité a été progressivement écrasé pour ne garder du panafricanisme qu'un étendard de combat oui. qui est d'ailleurs englué dans des logiques à la fois de slogans, de points, de martyrologie personnelle, alors que la substance la plus difficile, c'est-à-dire penser à une ingénierie politique qui marche véritablement, a été complètement justement laissée de côté. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on est dans cette phase-là où chaque décennie, on a un néo-panafricanisme qui naît. Donc voilà, mais parce que justement, on délaisse les problèmes. C'est que le panafricanisme n'aura jamais véritablement de puissance irradiante, unificatrice, si les États africains sont des embryons comme ça, ou des États faillis, ou justement, à l'intérieur même du continent, les solidarités les plus évidentes et les plus basiques ne peuvent pas être contractées entre États. Donc voilà, c'est pourquoi ça reste parfois une idée en l'air. Et puis, une idée d'une promesse ne peut pas uniquement être porté par une énergie négative. Le rejet ne peut pas être un projet politique. Le rejet peut être un élément d'un combat avec sa radicalité toute légitime, mais le rejet n'est pas un projet politique pour un continent. Et donc ça, c'est un élément important pour le panafricanisme. Alors, le dernier terme, je sèche un peu, c'était... Alors, Développement. panafricanisme. Oui, Celui-là aussi, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. voilà, le meilleur pour la fin. Non, mais pour le coup, là, pour le coup, le développement, les gens ont beaucoup développé. Moi, je pense que critiquer aussi le lexique, c'est important, comme on le disait au début. Complètement. C'est-à-dire l'idée d'un développement à véhiculer une forme de développement typique. Donc voilà, qui peut-être justement montre toute sa faiblesse parfois Ça face aux limite. épreuves qu'a connu la planète, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y a un livre très important d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui s'appelle La revanche des contextes. Et il D'accord. montre justement comment
l'aventure démocratique sur le continent, parce que concocté aussi parfois de l'extérieur, à chaque face à des réalités sur le terrain auxquelles on n'a pas assez pensé. Et donc, c'est ce qu'il appelle Exactement. la revanche des contextes sur justement ces géniteurs de programmes un peu globaux qu'on impose à des gens sans parfois justement les associer. Et ça, c'est un élément important. Vous savez, il y a un livre qui est un livre important. C'est un livre de aussi René Dumont qui s'appelait L'Afrique noire est mal partie. Oui, Sur des questions basiques d'agriculture, oui, c'est un livre technique qui a été condamné, hélas, à sa effectivement. parution, alors Oui, qu'il donnait justement des recettes très, très importantes. Après, le mot développement dans la littérature et dans la galaxie est devenu très, très sulfureux. Moi, je sais qu'Axel Kabou, quand il a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement, qu'est-ce qu'elle ne s'est pas pris ?» et ainsi oui, de suite. Voilà, donc, et puis vous savez, pas uniquement en Afrique d'ailleurs, dans le monde universitaire que moi je connais bien, que je fréquente, complètement. dans la revue du MOS, manuel anti-utilitariste en sciences sociales, Oui, ce qu'on est le plus, l'homo economicus, le libéralisme, ainsi de suite, toute cette quête frénétique de développement. Sans doute, il y a un élément important, mais moi j'ai envie de ramener le développement à des choses, mais d'une banalité, mais absolue, bête et méchante, mais vraiment, c'est-à-dire le réel dont tu parlais tout à l'heure. Comment je peux soigner des gens qui sont malades? Comment je peux leur donner un horizon? Comment je peux leur donner les motifs de rêver chez eux? Comment je peux leur donner justement une certaine forme de vision positive de l'avenir et qu'ils aient envie de construire leur pays? Et ça, c'est un b.a.-ba, justement, auquel parfois les discussions un peu trop techniques, justement, ne font pas assez attention. Moi, c'est la définition que j'ai du développement. On peut l'appeler essor ou pas, mais je suis complètement d'accord avec toutes les critiques maintenant sur ce libéralisme, sur le culte de la personne, sur le développement personnel. Ça, ce sont des termes, moi, qui me font à la fois rire, tant c'est marqué par le ridicule. Mais justement, créer les conditions justement d'une sérénité. Voilà. Si on ne veut pas employer le mot, d'une sérénité nationale, d'une prospérité possible, d'un rêve construit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays. Je pense que les Tibétains, les Équato-Guinéens, les Sénégalais, les Chinois ou les Allemands aspirent finalement aux mêmes choses, justement, oui, oui. aux mêmes rêves chez eux, aussi parfois de voyager, de découvrir le monde, et ainsi de suite. Et donc peut-être découvrir le développement de ce millefeuille de concepts qui se débattent et conflictuels pour le ramener à une essence en fait basique, à taille d'homme et à taille de préoccupation qui relève du réel, quoi. Oui. Oui. Merci beaucoup, Elgas. Merci. Merci Merci. d'avoir partagé ce moment. Juste, alors je sais que tu en as déjà cité quelques-uns là d'ouvrages, de livres, et La revanche des contextes, je ne connaissais pas. Donc, je vais m'y atteler. Justement, qu'est-ce que, là, comme ça, tu nous as déjà partagé beaucoup de choses, mais s'il y avait un phare, une boussole que tu aimerais peut-être émettre, ça peut être un livre, ça peut être une citation, ça peut être autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais laisser ici? Ah, il y en a tellement parce que des phares, bien sûr, on est ébloui par tellement de phares, c'est ce qui nous maintient en vie. Mais peut-être une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, Georges Balandier, euh, qui disait cette phrase dans ses mémoires, Histoire d'autres. Il conclut son livre par ça. Et il dit, et je pense que ça résonne pour nous et pour beaucoup, l'homme n'est pas nécessairement victime de son débat avec l'histoire. Et, C'est euh, rassurant. voilà. Et puis il disait aussi dans un autre texte très très important, une autre phrase, euh, les âges d'or ne sont de ce métal que parce qu'ils sont illusoires. Et moi, ça a été vraiment un maître à penser. Il m'a donné envie de faire de la sociologie. C'est Hmm. celui qui a vraiment débusqué ce qu'il a appelé la situation coloniale. Et c'est lui qui a eu la force de penser contre les siens en pleine expansion de l'ethnologie et de l'anthropologie coloniale pour dire justement qu'il se fourvoyait et qui a donné aux enquêtes à ce moment-là à la fois leur lettre de noblesse, mais aussi un élan à la fois d'empathie et de sincérité. Donc,
C'est quelqu'un qui gagnerait à être beaucoup plus connu. Georges Balandier, qui a été un ami de présence africaine Oui, et qui a une œuvre absolument formidable que je conseille à tout le monde. c'est vrai. J'ai pas encore tout vu de lui, mais j'en ai vu quelques-uns. Encore merci, Elgas, au plaisir. Et puis, je pense qu'il y a d'autres épisodes dans quelques mois à venir pour poursuivre ces réflexions. Bah écoute, merci beaucoup. J'étais très enchanté de partager ce moment avec toi. Bon vent à ton podcast. Je pense que c'est très, très utile. Et puis voilà, puisse-t-il prospérer, et créer un élan sur le continent. Merci à toi. Un grand merci, Elgas.